Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr. Nexity présente Sud Radio, parlons IMO, Sylvain Lévy-Valency. Jusqu'à 10h sur Sud Radio, comme tous les samedis, votre rendez-vous incontournable de l'immobilier avec le fondateur de Radio Imo. Bonjour Sylvain Lévy-Valency. Bonjour Jean-Marie et bonjour à tous. Comment ça va? Comment fut la semaine? Riche. Écoutez, riche, intense et excellemment positive. Plus, ce serait de la gourmandise. Oh, c'est formidable. En plus, intense rime avec vivement les vacances. Comme quoi, on le saura. On est ensemble jusqu'à 10h pour parler de votre logement au programme ce matin. Au programme ce matin, on va parler du bien-être dans les immeubles et dans les copropriétés en particulier. Et nous recevrons Philippe Loiselet, le patron, le président de Loiselet et d'Aigremont, un acteur incontournable à ce sujet. On en parlera et on posera les questions, parfois des questions un peu particulières, voire singulières. Absolument, d'autant que Philippe Loiselet est une voix qu'on connaît sur Sud Radio et qu'on retrouve tous les vendredis soirs avec le camarade Thomas Binet. On va aussi répondre aux questions de nos auditeurs au 0826 300 Absolument. 300. Comme chaque semaine, effectivement, on répond à nos auditeurs. On va parler du prêt hypothécaire cette semaine. Des questions nous ont été posées. Ensuite, comme d'habitude, Jean-Marie, avec notre ami Grégoire, on fera le tour de France des biens coup de cœur de la rédaction. Oui, mais ce tour de France, il commence toujours par la même personne. C'est Bérénice de Villefloriot et les infos à retenir de la semaine. Bonjour Bérénice. Bonjour à tous. Top départ, c'est parti. Bonjour Bérénice. Alors, on va commencer ces infos. Vous êtes intéressé à la location, c'est un peu le moment, la location saisonnière. Et oui, c'est le moment. Bon, alors, la location saisonnière, il faut savoir qu'elle est très critiquée par les élus, les maires, certains politiques, de nombreux politiques, les habitants, déjà parce qu'elle fait baisser le nombre de logements disponibles dans les communes. Pour ceux qui n'ont pas bien compris le rapport, un appartement, une maison qui est proposée en location saisonnière sur les plateformes, eh bien, elle ne pourra pas servir de logement de résidence principale à une personne, un ménage ou une famille. Ensuite, il est reproché à la location saisonnière de vider les villes de leurs habitants permanents, puisque les locataires sont uniquement des touristes, des personnes de passage. Donc forcément, il y a moins d'habitants permanents, donc moins de services publics, moins d'écoles, moins de crèches. Et elle est aussi critiquée par les habitants qui peuvent en avoir marre des va-et-vient incessants. Donc très critiquée, ça peut se comprendre. Mais d'un autre côté, la location saisonnière, eh bien, ça cartonne. Et vous avez d'ailleurs à ce sujet les résultats d'une étude qui a été publiée par Deloitte récemment. Et oui, alors Deloitte, c'est un cabinet de conseil et d'audit très célèbre, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un réseau international d'ailleurs. Donc l'année dernière, en France, les locations saisonnières ont accueilli 44 millions de voyageurs, donc uniquement en France. 176 millions de nuitées ont été réservées sur toutes les plateformes existantes. Alors précision, quand on dit nuitée, c'est l'ensemble des nuits passées par chaque client dans un hébergement de courte durée. Alors combien dépensent les voyageurs par jour en moyenne, à votre avis? Je sais pas, 50 €, 100 €? Non. Un petit peu plus, 80 €, je dirais. 99 €. Oui. Alors, ce montant comprend évidemment l'hébergement, mais aussi les restaurants qu'il y a autour, les loisirs, les transports, les courses. Sylvain n'aime pas manger. Lui, il arrive, il loge, il dort. Ça, c'est pas gentil. C'est un asset. Et alors, les Français dépensent moins que les étrangers. 88 € pour les Français, alors que les étrangers qui viennent en France dépensent 120 € par jour. Et c'est ça le point positif. Les voyageurs viennent dépenser leur argent dans les communes. En 2023, le montant dépensé par les touristes qui dormaient dans ces locations saisonnières a été de 21,9 milliards. Alors la bonne question à se poser, c'est qui en a profité? Alors déjà, les propriétaires qui ont mis leur logement en location courte durée, il y a eu 8,5 milliards d'euros qui ont été dans leur poche. L'étude dit d'ailleurs que chaque bien mis en location courte durée rapporte en moyenne 7 800 € par an à un propriétaire. Après, c'est une moyenne. Il y en a pour qui c'est plus et d'autres pour qui c'est moins. Ensuite, ce sont les restaurateurs qui en ont bénéficié puisqu'ils ont récolté plus de 4,5 milliards d'euros. Donc ça, c'est très bien pour nos amis restaurateurs. Et c'est pas tout. Les dépenses des voyageurs ont généré plus de 4,9 milliards d'euros de taxes, dont environ 280 millions d'euros de taxes de séjour collectées et reversées aux municipalités et aux offices de tourisme, 586 millions d'euros d'impôts sur le revenu payés par les propriétaires l'année dernière, et plus de 4 milliards d'euros de recettes fiscales directes et indirectes, donc la TVA, la CSG, la CVAE, les taxes sur les salaires, etc., générées donc par les dépenses des voyageurs dans les entreprises locales à travers la France. Et autre donnée intéressante pour ceux qui se posent la question, on a souvent cette question, sur les 34 816 communes en France, 25 500 comptent au moins une location saisonnière. Une location saisonnière. Ah oui. On va terminer ces infos avec un acte assez peu connu. L'échange, j'ai pas compris, l'échange définitif du logement. Et oui,
Alors vous savez, c'est un peu compliqué d'acheter en ce moment. Eh bien sachez que échanger son logement définitivement avec un propriétaire, c'est possible, c'est légal, même si c'est peu connu, c'est inscrit dans le code civil. Ça permet d'économiser, on dit, jusqu'à 60% de frais de notaire. Alors comment ça fonctionne? Bon, déjà faut trouver un propriétaire qui est d'accord. Ensuite vous venez avec vos amis qui ont des gros bras et qui sont bien Non, équipés. c'est pas la manière légale, ça. Alors voilà. Et après, évidemment, les biens n'ont pas la même valeur. Des amis en service. Et parfois, vous savez, c'est par exemple, imaginons moi j'ai besoin d'agrandir mon logement parce que la famille s'agrandit. Je vais me mettre d'accord avec un propriétaire qui, à l'inverse, les enfants dont les enfants sont partis, veut un logement plus petit. Eh bien, on va se mettre d'accord. Alors, comme mon logement, c'est une compensation, exactement. Alors évidemment, il faudra que je paye la différence, puisque le logement que je vais échanger coûtera plus cher. Enfin, le sien coûtera plus cher. Donc, je vais payer la différence qui s'appelle la soulte. Et vous l'avez compris, il n'y a qu'une seule opération devant le notaire au lieu de deux. Au lieu de vendre et puis d'acheter un autre appartement, je fais un échange. Donc forcément, il y a une fiscalité nettement plus avantageuse. Il y a combien de cas par an de... Ah ça, j'ai pas les chiffres, mais c'est peu connu. C'est ça. On demandera au notaire, mais c'est intéressant, très intéressant. Oui, c'est Bérénice de Villefloriot qui nous refait un Indien dans la ville ou AKTP à la fin. On va faire du troc, les amis, troc, baboune, troc. Allez, on est ensemble jusqu'à 10h. Restez avec nous, Bérénice. Restez avec nous également, Sylvain. On vous retrouve dans un instant en compagnie de votre invité pour parler On va parler du bien-être dans les immeubles et en copropriété plus largement avec Philippe Loiselet, le patron de Loiselet et Desgremont. À tout de suite sur Sud Radio. Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr. Nexity présente Sud Radio, parlons IMO. Sylvain Lévy-Valency. Tous les problèmes de votre logement, on y répond jusqu'à 10h sur Sud Radio avec Sylvain Lévy-Valency et son invité qui est une voix connue sur Sud Radio puisqu'on le retrouve tous les vendredis soirs. Absolument, pour les incontournables de la copropriété, c'est à 19h56. Avec Thomas Binet, le camarade du Grand Matin Week-end. Absolument, le camarade, on lui fait un petit clin d'œil, justement, il sera à l'antenne dès demain et on a Philippe Loiselet, bonjour. Bonjour Sylvain Lévy-Valency. Merci d'être avec nous Philippe, on est ravis de vous recevoir, vous êtes le patron de Loiselet et Desgremont, c'est une entreprise familiale, indépendante faut le dire, qui propose des services immobiliers aux particuliers comme aux entreprises. Vous faites partie d'une association qui s'appelle Pluriance, alors qu'on connaît assez peu pour le grand public, qui regroupe les grands groupes immobiliers et opérateurs de la gestion immobilière, et vous avez publié pour la première fois en 2008, me semble-t-il, l'Observatoire du bien-être dans les immeubles. Juste quelques mots, le bien-être dans les immeubles, c'est la façon dont les Français perçoivent la façon dont ils se sentent dans leur logement quand ils habitent en immeuble, à la différence des personnes qui habitent en maison individuelle. Alors, vous publiez chaque année donc un rapport. Que dit le dernier rapport que vous avez récemment publié? D'ailleurs, on l'a sous les yeux, on va en parler tout à l'heure. Écoutez, aussi bizarre que ça puisse paraître, parce que c'est pas ce qui est communément admis quand on parle d'immeubles, mais les résultats de cette année confortent les résultats des années précédentes, et il apparaît que pas moins de 85% des Français qui vivent en appartement ou en immeuble, donc, se sentent bien dans leur logement. Intéressant, ça. Et le chiffre monte quand on est en copropriété, ce dont, en tant que syndic, je ne suis pas peu fier, puisque je pense que si les gens se sentent bien dans leur appartement, principalement en copropriété, les syndics, ils sont certainement un petit peu pour quelque chose. C'est un vrai sujet que vous développez, bien évidemment, c'est la capacité que vous avez, vous, les syndics professionnels, à accompagner les conseils syndicaux et les copropriétaires. Et c'est pas rien, parce que 85% des Français en général, 93% quand on monte en copropriété, quand même. 93% des Français qui vivent en copropriété, dans les immeubles en copropriété, se sentent bien chez eux. Surtout que l'habitat, avec le zéro artificialisation nette, va aller de plus vers l'habitat collectif. C'est probable. Donc du coup, la copropriété a de beaux jours devant elle. Quels sont les besoins, si on devait les classifier, de vie qui sont publicités aujourd'hui par les Français? Et plus largement, quelles sont les qualités, caractéristiques du logement qu'ils recherchent absolument? Parce que je suppose que, comme tout le monde, ils ont des shortlists très précis. Oui, alors je suis pas certain de pouvoir vraiment expliquer quels sont les vrais besoins des Français. Mais cela dit, en matière de logement, ce qu'on peut dire, c'est que la première qualité ou le premier point positif qui est exprimé par les gens qui disent se sentir bien chez eux, c'est le calme et la tranquillité. Et de la même façon, le premier défaut qui est reproché par les gens, les 15% des Français qui ne se sentent pas bien chez eux,
c'est un défaut d'isolation et principalement un défaut d'isolation phonique. Donc on peut penser, pour reprendre votre question, que le calme, la tranquillité, le silence sont la première attente des Français en matière de logement. Oui, effectivement, c'est un sujet qui est très important, surtout qu'en plus la collectivité, c'est-à-dire le principe de la copropriété, je suppose, Philippe Loiselet, c'est des personnes qui n'ont pas choisi de vivre ensemble dans le même immeuble. Qui n'ont pas choisi de vivre ensemble, ils ne se sont pas choisis, ça c'est sûr. Mais par contre, je pense que c'est à contrario, par exemple, des copropriétés genevoises ou de Lausanne ou certains pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis, où il doit y avoir une approbation des locataires. Alors là, vous abordez un sujet qui a peu de rapport avec, mais qui est un de mes dadas. Moi, je pense qu'on devrait mettre en place un système d'accréditation comme ça dans les copropriétés, parce qu'aujourd'hui, dans une copropriété, on met ensemble, on fait vivre ensemble des gens qui n'ont pas le même âge, qui n'ont pas les mêmes moyens, qui n'ont pas le même métier, qui n'ont pas la même histoire, et dont le seul point commun, c'est l'immeuble. Donc c'est vrai que ça peut être il peut y avoir de vrais sujets de friction qui n'ont rien à voir ni avec la gestion ni avec l'immeuble lui-même, mais qui est simplement dû au fait que les gens ne se connaissent pas et sont contraints d'une certaine façon de vivre ensemble. Mais je reviens à ça, malgré tout, quoi qu'on en dise, les gens se sentent bien chez eux, donc il y a une forme d'acclimatation qui joue quand même. Alors, on est civilisé. La copropriété est un formidable miroir sociologique du comportement des Français. Est-ce que l'apparition, par exemple, qui a été quand même parfois subie, et la consolidation du télétravail a changé la perception que les Français ont eue de leur logement. Je m'explique. Lorsqu'ils se sont retrouvés en confinement, beaucoup de Français ont pris connaissance de leur logement, qui était finalement un logement de transit, puisqu'ils passaient le plus clair de longtemps à travailler. Ça a mis le point, notamment sur les inéquités de traitement ou l'inéquité d'espace, voire de perception. Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre dernier rapport, ça a une incidence ? Alors, il est difficile de répondre à cette question parce qu'elle n'a pas été posée comme ça aux personnes interviewées. En revanche, certains résultats permettent de répondre de façon détournée à la question que vous avez posée, et ça concerne la participation, les nouveaux modes de participation aux assemblées générales de copropriété. Et il apparaît que les nouvelles utilisations, les nouvelles méthodes de participation aux assemblées générales, donc c'est la visio, c'est le vote par correspondance, c'est le vote électronique, etc., a amélioré l'intérêt des copropriétaires pour les assemblées générales pour 62% des Français qui vivent en immeuble et en copropriété. Et que ça a augmenté leur participation aux assemblées générales pour 74% d'entre eux, ce qui est quand même pas rien. Donc on peut penser que les outils qui ont été développés, non pas pour les assemblées générales au départ, mais pour le télétravail, c'est-à-dire notamment la visioconférence, les téléréunions, pour faire le parallèle avec le télétravail, ont permis d'améliorer la vie dans les copropriétés. Même si ça pose d'autres problèmes, notamment techniques, même si les choses s'améliorent petit à petit, mais les réunions à distance sont quand même parfois des travers qu'il est difficile de résoudre, surtout quand on est nombreux. Quand c'est une téléréunion à 3 ou 4, ça va, c'est facile. Quand c'est un immeuble de 80 personnes qui se réunissent en assemblée générale, c'est compliqué. Ça pose d'autres problèmes. L'Observatoire, comme on l'a dit tout à l'heure, a été publié donc la première fois en 2008. Vous observez quelle évolution, vous, avec le recul ? Je veux dire, est-ce que avec tous ces temps vous l'avez vu, les Français ont perdu entre 15 et 25% de leur pouvoir d'achat immobilier. Les Français sont tendus. Les classes moyennes ont peur de la relégation sociale. Qu'est-ce que vous constatez comme évolution sur votre rapport ? Qu'est-ce que ça vous indique ? Eh bien, assez peu d'évolution. C'est stable. C'est relativement stable. Ça a même une légère tendance à augmenter. Enfin, le sentiment de bien-être a même plutôt tendance à augmenter. On peut penser que le logement, le domicile, finalement, est une forme de refuge face à la crise, face aux problèmes qu'on rencontre à l'extérieur et même dans les entreprises. Les gens se sentent plutôt mieux chez eux. Et il y a peut-être une espèce de communauté, collectivité dans un immeuble. Vous parliez tout à l'heure, on parlait il y a quelques minutes du fait que les gens ne se sont pas choisis, etc. Mais les gens s'étant retrouvés pendant la crise, notamment la crise du Covid, à vivre ensemble plus fort. Il y a eu soit des drames, soit au contraire forme de communauté
qui se sont créés et qui permettent de mieux vivre en immeuble. Le rapport avec la propriété, la copropriété, notamment les syndics de copropriété, est quand même un peu singulier. Souvent, on a une image parfois un peu tronquée du syndic. Quel est le rapport et le ressenti que, dans votre étude, qu'ont les personnes interrogées vis-à-vis de leur syndic de copropriété? Alors, c'est vrai que depuis quelques années, on pose la question aux occupants des immeubles de savoir comment ils jugent le rapport qu'ils ont avec leur syndic de copropriété ou avec leur gestionnaire, parce que dans un immeuble en monopropriété, un logement social, etc., il n'y a pas de syndic, mais par contre, il y a un gestionnaire qui s'occupe de l'immeuble. Et au final, on se rend compte que les rapports et l'appréciation que les résidents ont de leur gestionnaire ou de leur syndic de copropriété ne sont pas mauvais, puisque 73% des personnes interrogées considèrent que les rapports qu'ils entretiennent avec leur gestionnaire sont plutôt bons. On est relativement loin de ce qui se dit habituellement, mais c'est vrai que dans ce genre de sujet, on a plutôt tendance à donner la parole à ceux qui sont pas contents qu'à ceux qui sont contents. Les trains qui arrivent à l'heure plaisent pas à tout le monde. C'est intéressant ce que vous dites. Donc finalement, concrètement, le rapport avec les syndics de copropriété professionnels est relativement positif. C'est d'ailleurs une étude que nous avions faite et qui confirme tout à fait cette tendance, bien évidemment. Oui, les gens s'entendent bien avec leur syndic de copropriété, pour ceux qui le connaissent, parce que pour certains, ils le connaissent pas. Ce qui, cela dit, est plutôt quelque chose de positif. Vous savez, le fait de ne pas connaître son gestionnaire ou la marque il y avait une publicité de machine à laver qui disait c'est quoi la machine à laver de ta femme? Je sais pas, on n'en parle jamais. Et on n'en parle jamais parce que ça marche bien. Et je crois que c'est un peu de même nature avec le gestionnaire. Ça marche bien, l'ascenseur fonctionne, on est chauffé, c'est nettoyé, le gardien dit bonjour. Ça se passe bien, on n'en parle pas. C'est un métier qui a souvent été attaqué. Bon, oui. Je vais pas faire allusion à certaines marques. De façon profondément injuste. Avec bien sûr des pubs un peu particulières. Alors, on va faire un point de l'état de la copropriété. Vous n'éludez aucune question, bien évidemment. Quel est l'état de la copropriété en France? Elle représente aujourd'hui un quart du parc du logement en France. Ils sont confrontés donc aujourd'hui parfois à de sérieuses difficultés financières. Quelles actions sont nécessaires aujourd'hui pour un meilleur fonctionnement? D'abord, on peut pas dire que la crise économique, ce qu'on a vécu ces dernières années, n'a pas d'influence dans les immeubles. Ça, on a effectivement, les gens ont plus de difficultés, etc. Mais malgré tout, malgré les difficultés, les choses avancent, les assemblées se tiennent, les comptes sont répartis, les immeubles sont chauffés, les ascenseurs fonctionnent, les gardiens font le ménage, etc., etc. Donc ça se passe pas si mal que ça dans les immeubles. On doit toutefois être vigilant, notamment en ce qui concerne le recouvrement des charges. Parce que oui, c'est un vrai sujet, parce que si on laisse aller, ça risque de poser de véritables problèmes à tout le monde. Et à ce propos, je voudrais rappeler deux choses. La première, c'est que quand vous payez vos charges au syndic, entre guillemets, ça va pas ça va pas sur le compte du syndic, ça va sur le compte de la copropriété. C'est important de le rappeler. Oui, parce que beaucoup de gens pensent que voilà. Et de la même façon, ne pas payer ses charges ou les payer avec retard, ça ne pénalise pas le syndic, ça pénalise la copropriété, donc les autres copropriétaires, donc ses voisins. Celui qui paye pas ses charges, il vit pas sur le dos du syndic, il vit sur le dos de ses voisins. C'est très important, et voilà qui est dit et bien dit. Mais quel changement vous préconiseriez en tant que professionnel de la copropriété? Il nous reste une petite minute pour conclure, justement. Quels sont les axes principaux, Philippe Loiset, que vous souhaitez faire passer aux Français? Alors, pour moi, il y a deux choses importantes. La première, c'est le fait d'utiliser au maximum le digital. Il serait pas normal que la copropriété soit le seul secteur économique où le digital n'entrerait pas. La loi qui vient d'être votée de 9 avril 2024 améliore un peu les choses, même si on a rencontré des blocages incompréhensibles, notamment de la part de certaines associations de consommateurs qui prétendaient que ça allait faire gagner de l'argent aux syndics. Enfin, certes, ça va permettre d'améliorer notre productivité, mais ça va surtout sécuriser les transactions, faciliter la vie des copropriétaires, parce qu'ils ont pu aller à la poste pour aller chercher leur lettre recommandée. Notamment, oui, de la notification électronique. Oui. Et les autres qui étaient opposés à ça, c'est les écologistes. Et alors là, ça paraît complètement incroyable que les écologistes s'opposent à une mesure qui a pour objet de diminuer l'empreinte carbone des copropriétés. Et les déplacements des uns et des autres. Et alors surtout, la mesure, parce que là, c'est presque fait,
la digitalisation. Enfin, presque fait. L'autre sujet, c'est le changement des règles de majorité. On a des règles de majorité qui sont très compliquées en copropriété et qui permettent à ceux qui sont opposés à quelque chose de voter avec leurs pieds, c'est-à-dire qu'ils viennent pas en assemblée générale et après ils contestent. Ce qu'il faut, c'est deux choses. La première, c'est une seule règle de majorité, la majorité des voix des copropriétaires qui assistent d'une façon ou d'une autre, et maintenant des autres façons, il y en a pas mal, d'une façon ou d'une autre aux assemblées générales, et interdire à ceux qui n'ont pas participé d'une façon ou d'une autre à l'assemblée générale de contester une décision d'assemblée générale. Mais ça ferait gagner du temps. Et en tout cas, économiser le nombre de mails rageurs qu'on voit dans les copropriétés. On aurait pu vous demander d'ailleurs quels sont les pires copropriétaires que vous ayez croisés dans votre carrière, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Heureusement, ils sont minoritaires. En 40 ans de carrière, c'est vrai que il y en a des gratinés, on va le dire comme ça. Merci à vous. On vous retrouve vendredi prochain à 19h56 pour les incontournables de la copropriété en compagnie du camarade Thomas Binet. Thomas qu'on retrouve demain à 9h30 d'ailleurs pour oser entreprendre dans cette même matinale. Mais nous, on reste ensemble avec toute l'équipe de Parlons Immo. 0826 300 300. Toutes les questions que vous nous avez posées, on va y répondre avec Bérénice de Villefloriot et nos spécialistes dans un instant. Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr. Nexity présente Sud Radio, Parlons Immo. Sylvain Lévy-Valency. Toutes les questions que vous vous posez sur votre logement avec Sylvain Lévy-Valency, Bérénice de Villefloriot et vous tous qui nous laissez vos messages au 0826 300 300. Absolument. Et n'hésitez pas, même si vous souhaitez nous poser des questions sur l'entretien que nous avons eu sur les copropriétés, n'hésitez pas. Une question nous a été posée, Bérénice, sur le crédit hypothécaire. Oui, c'est Marie et Philippe qui sont trentenaires et qui habitent à Paris, qui donc nous ont écrit à ce sujet. Alors le crédit hypothécaire, donc on le sait, les Français étaient nombreux à revoir leurs projets immobiliers à la baisse, voire même à les reporter. Clairement, il y a un grand besoin de liquidité et c'est précisément ce qui pousse notre couple, Marie et Philippe, à nous poser une question sur le prêt hypothécaire. Alors, pour répondre à vos questions, justement, et nous aider à y voir plus clair, nous avons le plaisir de recevoir Boris Intini. Bonjour, vous êtes directeur général du groupe Praxif Finance. Oui, bonjour. Alors justement, est-ce que vous pouvez expliquer déjà en quelques phrases à nos auditeurs qu'est-ce que le crédit hypothécaire qui peut faire peur avec son nom? Oui, tout à fait. Alors, le crédit hypothécaire, c'est avant toute chose un crédit de trésorerie. En France, il effraie parce que le mot hypothécaire a mauvaise presse. Il s'agit simplement d'une garantie prise sur un bien immobilier en contrepartie d'un crédit qu'on pourrait obtenir visant à disposer de liquidités jusqu'à 50% de la valeur de son bien immobilier. Par exemple, un propriétaire qui possède une maison d'une valeur de 500 000 euros, il pourra emprunter 50% de sa valeur, c'est-à-dire 250 000 euros de trésorerie qu'il pourra utiliser librement et sans justificatif. D'accord, et ça c'est important de le préciser. Bien sûr. Alors combien de temps ça prend? Quels sont les atouts aussi de ce dispositif? Alors, un tel dispositif, donc c'est comme un crédit classique, c'est relativement rapide puisqu'on peut obtenir un accord définitif sous réserve d'expertise, mais un accord en 1 semaine et un décaissement des fonds en 45 jours, signé par devant notaire. D'accord. Et ça, à qui il faut s'adresser alors? Comment on fait pour en bénéficier? Généralement, les propriétaires nous appellent, on étudie leurs besoins. En fonction de leurs ressources et de la valeur de leurs biens, on pourra les orienter vers la solution la plus adaptée à la recherche de liquidité. Chez nous, on sait que tous les propriétaires n'ont pas les mêmes besoins ni le même profil. On propose donc différents types de remboursement de prêts hypothécaires. On propose avant toute chose un remboursement classique. C'est un remboursement qu'on appelle amortissable. C'est-à-dire que j'emprunte de la trésorerie que je rembourserai sur des durées longues, 20 ans, 25 ou 30 ans. Le maximum, c'est 30 ans. De manière... Pardon, le maximum, c'est 30 ans. 30 ans, exactement. On fait aussi du remboursement in fine, où là, l'emprunteur ne paye que des intérêts pendant toute la durée du prêt et il soldera en une fois le capital au bout de 10 ans, ou pendant ces 10 ans. Mais ça, faut avoir le capital de côté. Oui, alors si vous voulez, soit il faut avoir le capital de côté, mais pas la totalité. Soit ce type de prêt est réservé pour les multipropriétaires dont ils souhaitent disposer de biens. J'entends par là, par exemple, une personne qui souhaite disposer d'importantes liquidités et qui a l'intention de vendre un bien dans les années à venir afin de rembourser le prêt. Mais je veux dire, ça s'adresse pas à n'importe qui. En tout cas, le prix non, alors ça, principalement aux multipropriétaires. Et la troisième et dernière solution de remboursement que nous proposons, c'est ce qui s'appelle un prêt viager hypothécaire. C'est pas parce qu'il y a le mot viager que c'est une vente, c'est bien un prêt.
et il permet d'obtenir des liquidités sans rien rembourser de son vivant. C'est un prêt sans condition de revenu. D'accord. Très intéressant. Est remboursé pour les personnes. Alors, le prêt est remboursé soit à la vente du bien, soit au décès de l'emprunteur lors de sa succession. Ah oui. Et alors, quel est le plus demandé, le dispositif de remboursement le plus demandé, le plus fréquent que vous voyez ? Le plus demandé, alors il faut savoir une chose, c'est que nos prêts, le crédit hypothécaire, ça apporte quand même une certaine flexibilité. Je dis ça pour rassurer aussi vos auditeurs. On parlait tout à l'heure de crédit hypothécaire qui peut faire peur. On n'est pas dans le Monopoly, parce que j'ai joué au Monopoly. Et justement, oui, je voulais y venir. Non, mais c'est vrai. Voilà. Non, mais parlons vrai. On est sur Sud Radio. Vous devez lutter contre des idées reçues. Pourquoi ? On a tous joué au Monopoly. Et en général, quand on hypothèque, je sais pas, les Champs-Élysées, c'est que c'est la dernière chance. Comment vous faites pour convaincre ceux qui veulent prendre un crédit hypothécaire qu'il faut pas avoir peur et que non, ils sont pas au bord de la faillite et surtout que non, vous viendrez pas dans 2 semaines saisir leur maison. Qu'est-ce que vous leur dites ? Non. Alors, il y a plusieurs choses. Je leur dis, alors principalement, le crédit hypothécaire, si vous voulez, c'est on prend une hypothèque sur un bien contre un crédit, d'accord ? Si j'emprunte 100 000 euros, je n'hypothèque pas tout le bien. Je prends une hypothèque de 100 000 euros. D'accord. D'accord, c'est la première chose. Premier point. Une hypothèque n'empêche pas de vendre un bien. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai pris une hypothèque sur un bien que je m'interdis de le vendre ou je ne peux pas, je ne suis pas bloqué. Ouais. La troisième chose que je voudrais dire aussi, la troisième et je finirai par la quatrième, ce n'est pas le crédit de la dernière chance. Quand on emprunte, quand on fait un crédit hypothécaire, il faut déjà être propriétaire d'un bien, c'est-à-dire c'est déjà une chance. Et deuxièmement, il faut quand même avoir des revenus pour pouvoir payer les échéances du prêt sollicité. Voilà. Et la dernière chose que je voudrais... Oui. Allez-y, la dernière. Non, et je voudrais simplement dire que le crédit hypothécaire, c'est pas le crédit de la dernière chance, bien au contraire. Bien au contraire. C'est un crédit qui permet de faire beaucoup de choses, et pas simplement de rembourser des crédits à la consommation qui sont devenus trop importants. Il permet par exemple d'obtenir des liquidités pour toutes sortes de besoins, chose que les banques françaises ne font pas. On peut disposer de liquidités, on peut emprunter des liquidités pour aider ses enfants, pour payer des droits de succession sur un immeuble ou un bien reçu en héritage. Est-ce que ça peut compléter aussi les revenus pour des personnes âgées qui ont une retraite insuffisante ? Parfaitement. Là, on retourne dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le prêt viager hypothécaire. Je vous donne un exemple tout à fait classique. Une personne de plus de 60 ans nous vient avec une retraite qui est trop faible pour pouvoir simplement vivre décemment. Elle est propriétaire d'un bien immobilier. Ses revenus lui permettent pas d'obtenir même un crédit consommation. Elle opte pour un prêt viager hypothécaire, elle reste propriétaire de son bien, elle peut emprunter des liquidités importantes et elle rembourse rien de son vivant. Donc oui, ça répond à un problème, une problématique sociétale, celle du mieux vivre à domicile, celle de dire aujourd'hui on peut monétiser un bien sans le vendre. Et on peut obtenir des liquidités pour toutes sortes de besoins, même celles que les banques françaises ne font pas. Eh bien, merci beaucoup Boris Intini, directeur général du groupe Praxif Finance, pour cet éclairage sur le prêt hypothécaire. Et puis à très bientôt sur Sud Radio, si vous le voulez bien en tout cas. Allez, tout de suite, maintenant qu'on a récupéré des liquidités, on essaie d'acheter. Sud Radio. Parlons IMO. On va commencer par essayer d'acheter un bien en viager avec notre partenaire Viagimo et Grégoire Darico. Sylvain. Oui, absolument. Cette fois-ci, vous nous emmenez où, Grégoire ? Eh bien, on va bonjour manger à des tous. tartiflettes. Oui, exactement. Pour ce premier bien, un bien en viager proposé par notre partenaire Viagimo. Je vous emmène à Annecy. Annecy, ses montagnes, ses tartiflettes, ses canaux et son lac. Effectivement, Jean-Marie, un lac considéré comme le plus propre d'Europe. Oui, tout à fait. Absolument. Je l'ai appris en faisant des recherches. Donc c'est Jean-Marie qui l'a nettoyé. Oui, c'est à côté de la Suisse. Mais Jean-Marie, c'est tout. Oui, absolument. Tout à fait. Notre bien, en tout cas, c'est un appartement de 55 mètres carrés et 2 pièces situé au premier étage d'une résidence de 2014 classée BBC pour bâtiment basse consommation. C'est un appartement de type T2. Il est composé d'une pièce principale donnant sur un balcon exposé sud, sans vis-à-vis, d'une chambre avec rangement, d'une cuisine équipée et d'une salle de bain. Enfin, il y a un garage fermé qui complète notre appartement. Et quelles sont les conditions de ce viager, Grégoire ? Alors ici, nous avons un bien qui est proposé en viager libre au profit d'un homme de 76 ans. Si vous êtes intéressé par cet investissement, vous aurez à débourser un bouquet de 148 100 € et une rente viagère mensuelle de 1079 €. Une vraie belle opportunité donc, et je vous conseille de foncer. Contactez sans plus attendre l'agence Viagimo de Annecy ou de vous rendre sur le site internet de notre partenaire pour plus d'infos et photos, www.viagimo.fr. En plus, c'est beau Annecy, il faut y aller. Et puis on peut faire du pédalo, tiens, si vous voulez, sur le lac d'Annecy. N'hésitez pas. Allez, tout de suite, on continue le Tour de France. Sud Radio. Parlons IMO.
Toujours avec vous, Sylvain. Absolument. Le Tour de France de l'immobilier, les bien coups de cœur de la rédaction. Cette fois-ci, Grégoire, vous nous emmenez dans une région très sympathique. Oui, on va en Mayenne, Sylvain, dans une toute petite commune de 135 habitants, une commune bien rurale dans laquelle je vous propose une longère atypique. Alors une longère, c'est une bâtisse en pierre longue et basse, typique des régions de Normandie, Charente et Bretagne notamment. Celle-ci, elle est atypique parce que c'était un ancien couvent de 1739, construit donc en granit. Et elle fait 146 mètres carrés, habitable. Elle comprend au rez-de-chaussée une entrée, un grand séjour salon, dont une partie peut être utilisée en chambre, une salle à manger, une cuisine, une salle d'eau avec WC et une remise. Et à l'étage, vous aurez un palier, un dégagement, une salle de bain, un WC, 3 chambres et un grenier aménageable de près de 120 mètres carrés, donc très intéressant. Sur le terrain de 6000 mètres carrés, vous trouverez également des écuries et un hangar, en plus d'une cour et d'un grand jardin. Notre longère, elle est proposée au tarif de 151 000 € par l'agence XP France. Alors, il faut la financer avec un apport de... Avec un apport de 20%, soit 30 200 € et un emprunt sur 25 ans à 4%, vous pouvez estimer des mensualités de remboursement à 637,63 € exactement. Direction la Nièvre maintenant pour un second coup de cœur. Oui, dans la 5e plus grande ville de la région et du chef-lieu de la Nièvre. Bienvenue à Nevers, la ville pointue ou la ville aux 30 clochers. Cette fois, c'est un appartement de 80 mètres carrés que je vous ai dégoté, situé en plein cœur de la ville. Un charmant appartement situé au premier étage d'un immeuble et qui se compose de 2 chambres spacieuses, d'une salle d'eau moderne, d'un espace de vie lumineux et d'une cuisine équipée. Notre appartement, il est très bien situé à proximité des commerces et des écoles, ainsi que des espaces verts. Il est proposé au tarif de 110 000 € par bien ici. Très jolie ville en plus, Nevers, faut le dire. Exactement. Absolument. Et sur le financement, peut-être, Sylvain? Oui, juste, le financement, toujours pareil. Donc... On emprunte. Alors, j'ai vu que vous aviez baissé un peu les taux. Oui, moi j'écoute la météo des taux de Bérénice toutes les semaines, donc je m'adapte en fonction. Voilà. Donc là, j'ai toujours 4%. Écouté Bérénice, c'est la meilleure des recommandations. Donc 20%, 22 000 € pour l'apport, un emprunt sur 25 ans à 4%. Vous pouvez estimer des mensualités de remboursement à 464 €. Bon, ben voilà qui est dit, en plus, dans cette très jolie ville. Merci à tous. On va se retrouver samedi prochain pour un nouveau numéro de Parlons Immo. Je vous dis à bientôt. Sylvain, d'ici là, on peut réécouter cette émission en podcast sur sudradio.fr, sur la chaîne YouTube de Sud Radio et sur Radio Imo à partir de midi, mardi prochain. Absolument. En rediffusion. On vous dit à bientôt. Comme tous les mardis à midi, rediffusion de Parlons Imo. Merci Jean-Marie, merci à tous. Un excellent week-end et prenez soin de vous. Sud Radio. Parlons Imo. Avec Nexity, premier promoteur résidentiel, trouvez votre logement partout en France sur nexity.fr.